Aujourd'hui, nous allons donc introduire notre cours en ce qui concerne le langage JavaScript. Nous allons donc découvrir c'est quoi le langage JavaScript, à quoi il sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui en fait. Et on va introduire de nouvelles notions qui vont nous aider à travailler avec notre code CSS et notre code JavaScript. Donc, tout au long de ce cours, qu'est-ce qu'on va faire? Notamment, on va parler des notions basiques comme tout autre langage. Nous allons voir les fonctions. Nous allons voir d'autres concepts qui vont s'introduire, qu'on appelle les événements. Nous allons voir l'interaction avec ce qu'on appelle le DOM. Donc, on va expliquer ça en profondeur par la suite. Et nous allons voir également la programmation orientée objet en ce qui concerne le JavaScript. Et on va, grosso modo, ce que nous allons voir tout au long de ce cours en ce qui concerne le JavaScript. Alors, avant de commencer, il faut d'abord définir c'est quoi le JavaScript comme tout autre langage. Et Et pour commencer, on définit toujours c'est quoi le langage en question. Le JavaScript, c'est tout simplement un langage, comme son nom l'indique, c'est un langage de script. On a bien dit JavaScript, c'est un langage de script. Et bon, il faut toujours connaître par qui il a été créé. C'est intéressant pour de connaître toujours l'histoire d'un langage. JavaScript a été créé c'est là, dans les années 95, 1995, par un certain Brendan H. Bon, sur Google, vous pourrez trouver le nom en tapant juste créateur de JavaScript. Et il vient ici là s'inspirer de 2 principaux langages, les langages qui dominent actuellement. Donc, le JavaScript s'inspire ici là de Java et de Python. Voilà les 2 langages actuellement qui dominent en entreprise. Donc ils se sont inspirés ici là du langage Java et du langage Python pour pouvoir créer, le langage JavaScript. Il s'inspire autant pour moi. Donc c'est grâce à ces 2 langages là qu'il a pu ici là créer le langage JavaScript. Alors, si on va aller plus loin, on va dire cela quoi. JavaScript, c'est un langage de script. Il a été créé à la base, il permettait d'exécuter des scripts sur le serveur. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on introduisait le cours sur le web, vous avez parlé de deux côtés lorsqu'on fait du web, le côté front-end et le côté back-end. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà. Alors, côté front-end, à la base, lorsqu'on a créé JavaScript, on l'appelait LiveScript. Sa première version était appelée LiveScript. Il permettait de s'exécuter uniquement sur le côté back-end, donc sur le serveur en fait. De s'exécuter uniquement sur le serveur avant de rendre en fait euh, les informations demandées au côté client. Donc, c'est son côté donc front-end qui a été créé et qui s'est appelé ici là JavaScript. Donc, au départ, c'était LiveScript. Donc, si vous tapez là, vous allez trouver. Au départ, on appelait c'était LiveScript. Donc, il fonctionnait uniquement sur le back-end, donc côté serveur. C'est après le partenariat qui a été mis sur pied entre Microsystem et Netscape, si vous vous rappelez très bien de ces deux anciennes grandes multinationales. Là, c'est grâce à eux en fait que l'appellation JavaScript est née en fait. Il y a un organisme qui gère maintenant JavaScript qui est Oracle. Vous savez très bien qui est Oracle. Vous avez entendu parler sûrement parce que c'est l'une des grandes sociétés actuellement en ce qui concerne les technologies quoi. Alors s'il veut expliquer encore, il veut revenir un peu à ce que nous avons fait au niveau de à l'introduction sur le cours en ce qui concernait le web, notamment la présentation du client side. Quand il dit client side, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Côté client. Alors, lorsqu'on parle de client side, c'est le côté client. C'est-à-dire quoi? Puisque j'ai dit tout à l'heure que dans le web, on a le client et on a le serveur. On a le côté client, on a le côté serveur. Le côté client, qu'est-ce que lui fait? Le côté client, lui interprète en fait. Il interprète un code source à travers quoi? À travers un navigateur. Donc, pour pouvoir exécuter quelque chose côté client, on a besoin de quoi? D'un interpréteur. Et cet interpréteur-là, c'est qui? C'est le navigateur dans notre cas. Le navigateur dont on va interpréter le code JavaScript. À la différence ici là des langages de programmation, par exemple, comme le PHP ou bien comme le Java ou le C++, qui sont des langages compilés, qui seront placés en fait côté serveur. C'est une fois exécuté côté serveur,
qui vont peut-être générer quelque chose qui sera affiché côté client. Et le côté client, là, c'est le navigateur qui va pouvoir interpréter cela. Là, j'essaie un peu de vous montrer la différence entre le JavaScript, par exemple, et d'autres langages. JavaScript est un langage interprété, en fait. C'est-à-dire quoi? Il va exécuter quelque chose à partir du navigateur. Et l'interpréteur, ici, là, ce sera le navigateur qui va interpréter ce que nous avons écrit dans notre code. À la différence, par exemple, de C++, que nous avons vu, qui est un langage compilé. Le code source est compilé par un compilateur avant d'être utilisé. Pourquoi JavaScript? JavaScript vient ici là un peu ajouter beaucoup de choses au HTML et CSS. C'est-à-dire quoi? On dit cela que JavaScript est complémentaire en fait au HTML et CSS. Avant l'utilisation en fait de JavaScript, on ne pouvait pas ajouter en fait du dynamisme ici là à nos pages web. Alors grâce ici là à HTML, on va pouvoir ajouter du dynamisme à nos différents sites web que nous avons créés. Donc, tous les sites que vous avez créés ici, en utilisant le HTML et CSS, vous allez pouvoir ici là les recréer en ajoutant ici là, en gérant l'interaction des utilisateurs, en ajoutant plus d'animation et en aidant ici là la navigation de votre site web. Ça sera très facile. Vous allez voir, c'est assez facile. On va voir tout ça en profondeur dans selon notre cours. On va ce qui concerne en fait les apports du JavaScript en fait sur le HTML et le CSS. J'espère que jusqu'ici là, j'espère que vous avez bien compris. Alors pour commencer, on va introduire un peu toujours dans la présentation où est-ce qu'on peut introduire le code de JavaScript. Alors tout comme le CSS, lorsque nous avons fait en fait le CSS, on avait dit qu'on pouvait écrire le CSS à plusieurs endroits. Puisque c'est un fichier qu'on va toujours travailler avec, ce sera soit un fichier, il sera soit inséré dans le code HTML ou bien il sera séparé. C'est la même chose en fait que nous avons fait avec le CSS, si vous vous rappelez. Avec le CSS, on pouvait insérer le CSS dans le code HTML ou bien on pouvait insérer le CSS dans un fichier et l'importer dans notre code. Donc c'est la même chose avec le JavaScript. Donc la méthode va consister à faire quoi? À ajouter notre code JavaScript directement dans un fichier HTML. Et pour le faire, on utilise ici une nouvelle balise qui va s'introduire, la balise script. Donc, je vais supposer là, par exemple, que je vais introduire un code JavaScript en fait dans mon fichier HTML. Donc, je vais d'abord déclarer mon fichier HTML là. Donc, si j'ai mon fichier JavaScript HTML là et que je vais introduire le JavaScript, je peux le mettre partout dans mon code, que ce soit dans le body ou bien hors du body. Bon, le plus souvent privilégier le body. Donc, je peux utiliser une nouvelle balise, la balise script. Donc, la balise script va nous permettre donc d'écrire du code JavaScript dans un fichier HTML. Donc, c'est la première méthode, tout comme on avait fait avec ici le CSS. Pour ce faire, on précise toujours le type. On va préciser le type, tout comme on avait fait avec le CSS. Le type sera quoi? Texte slash JavaScript. Donc, une fois qu'on a fait ça, à l'intérieur de notre balise, on va donc insérer là notre code JavaScript. Voilà la première méthode pour insérer du code JavaScript dans un document. Alors, la deuxième méthode consiste à faire quoi? À écrire notre code JavaScript dans un fichier séparé. Et ce fichier-là, ça sera un fichier JavaScript. Et il aura une autre extension. L'extension sera .js. Donc, pour inclure, on peut également pour ajouter le CSS, le JavaScript autant pour moi à une page. On pourra donc créer un fichier qui va s'appeler par exemple, on peut dire par exemple index. On va définir le nom et on va mettre l'extension .js. Donc, tous les fichiers JavaScript auront pour extension .js. Une fois que je l'ai fait, j'ai donc déclaré mon fichier. Je vais juste l'importer dans mon document. Nous allons voir en profondeur comment ça se passe par la suite. C'est pas compliqué. Donc voilà les deux principales méthodes qu'on utilise le plus souvent pour pouvoir ajouter le code JavaScript. Donc on va soit écrire dans un fichier, dans une balise script, notre code, ou bien soit on va créer un fichier JavaScript qu'on va donc venir tout simplement insérer. On peut l'insérer que ce soit au niveau du head. Donc, si vous voulez insérer, on pouvait insérer au niveau du head.
En utilisant la balise script SRC, on va préciser le nom, le chemin d'accès à notre fichier. Donc, il y a soit on insère dans le head, soit on insère dans le body, à la fin de tous les éléments. Bon, ça va dépendre. Je vais vous expliquer en fait pourquoi insérer à tel autre endroit la suite de ce coup. Parce que lorsque vous insérez au début, ça peut causer quelque chose. À la fin, ça peut causer autre chose. On va voir en profondeur par la suite où est-ce on peut insérer tel ou tel code. J'espère que jusqu'ici là, c'est bon pour vous. D'accord. Bon, jusqu'ici là, on n'a pas fait des choses compliquées, quoi. Ok. Alors, toujours dans la présentation, nous sommes toujours dans la présentation juste du langage JavaScript. Vous de voir juste bon, à quoi c'est JavaScript. Alors, à l'introduction, je vous ai parlé en fait que JavaScript va ajouter ici à ce qu'on appelle des événements. Donc, à travers le JavaScript, on va pouvoir manipuler des événements dans une page. Lorsque je dis événements, qu'est-ce que ça vous rappelle quoi en fait? Lorsque je dis les événements dans une page, on va pouvoir gérer les événements. Ok, lorsqu'on parle des événements en fait, on dit cela que JavaScript sera basé sur des événements, c'est-à-dire quoi? On va pouvoir gérer le chargement de la page. Qu'est-ce qu'on veut faire au chargement d'une page? On va charger les focus. Lorsque je dis chargement de la page, est-ce que vous comprenez? Au chargement de la page, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, dans certains sites, vous allez voir au chargement de la page, on a un logo qui est animé. Regardez par exemple ici, là, si tu as par exemple là, comotron.com. Regardez par exemple au chargement de la page. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a un chargement. Donc, au chargement de la page, nous avons un logo qui est animé. C'est un événement qui est déclenché en fait. Donc, c'est un événement. On est en train de dire quoi? Au chargement de la page, affiche d'abord le logo en attendant que tout le contenu de la page soit généré. C'est un peu ça en fait. C'est le JavaScript qui gère cela en fait. On a dit quoi? Au chargement de la page, on va d'abord afficher le logo qui s'anime jusqu'à ce que le contenu de la page tout entier soit en fait chargé. Ça, c'est un type d'événement qu'on va pouvoir faire. C'est ce qu'on appelle le onload. Donc, c'est-à-dire quoi? Au chargement de la page. Un autre type, c'est le focus. On va gérer les focus. Lorsque je dis focus, le onload s'écrit O-N en anglais en fait, onload. On va gérer également ce qu'on appelle le focus. Lorsque je dis focus, c'est un mot français, donc forcément, vous devez savoir. Le focus, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est sur un champ, par exemple, je vais venir par exemple, c'est là, c'est enregistré. Le focus, le plus souvent, c'est sur les éléments. Donc, lorsque je clique sur un élément, par exemple là, lorsque je clique ici à l'intérieur, en fait, je dis quoi? Ça, c'est un input. Est-ce que vous vous rappelez des inputs en HTML, les formulaires? Lorsque je suis un input, par exemple, lorsque je clique à l'intérieur, on dit cela que le champ input, nom et prénom, a le focus. Donc, on va pouvoir gérer les événements lorsqu'un élément a le focus. Donc, lorsque je suis sur email, on dit que l'email a le focus. Ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le focus. Donc, ça, c'est les événements qu'on va pouvoir gérer en utilisant le JavaScript. Le focus, c'est quand un élément a le curseur. Regardez, par exemple, quand je mets le curseur dans un élément là, on dit que l'élément a le focus. C'est sur lui en fait qu'on est. Est-ce qu'on se comprend? Non, je n'ai pas dit qu'on fait. J'ai dit qu'on va pouvoir gérer les événements on focus. Il a le focus. Maintenant, on pourra gérer les événements. Qu'est-ce qu'on veut faire lorsque il a le focus en fait? Est-ce que vous pouvez le faire avant? Je n'ai pas dit on va gérer les focus. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va cliquer dans un élément, par exemple, comme ça, il y aura le focus. On pourra déclencher certaines choses. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, on va pouvoir gérer les focus. On va pouvoir gérer les clics. Est-ce que vous pourrez gérer les clics avant? Non. On va pouvoir gérer les clics, les doubles clics. Lorsqu'on va cliquer sur un élément, on pourra déclencher un certain nombre d'actions. Donc, si je veux peut-être cliquer sur cette phrase ici, je pourrais déclencher une action et ainsi de suite. Même ici, là, par exemple, sur le bouton, lorsque je vais cliquer peut-être sur m'enregistrer, on va déclencher certaines actions. Lorsqu'on va cliquer sur s'enregistrer, en fait. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on va cliquer peut-être sur s'enregistrer, le JavaScript va peut-être prendre le contrôle de tous les éléments de notre formulaire. On va gérer les doubles clics. Par exemple, pour faire le double clic, vous ne pouvez pas gérer le double clic actuellement. Regardez par exemple, est-ce que vous utilisez souvent Google Drive? Par exemple, lorsque vous êtes sur Google Drive, vous pouvez double-cliquer pour ouvrir des dossiers. C'est un peu comme si vous êtes sur votre machine. Est-ce que vous vous demandez pas comment on a fait pour faire cette tâche?
Parce que nous sommes sur le web. Est-ce qu'on peut double-cliquer sur le web parce que nous ne sommes pas sur une machine? C'est grâce à cela à un événement double-clic. Lorsque vous double-cliquez, ça ouvre le dossier. C'est un mécanisme qu'on a mis en place en fait. Et on est en train de gérer là le double-clic. Donc JavaScript va nous permettre de gérer le double-clic. Également pour le survol. Lorsque vous allez survoler un élément, on va pouvoir le gérer avec le JavaScript. Donc ça, c'est les apports en fait du JavaScript en ce qui concerne les événements. On va voir plusieurs. On aura les on error, on aura les on about, on aura plusieurs. Donc on va voir tout ça en profondeur par la suite de ce cours. Un autre concept qu'on va introduire, c'est la notion du DOM. Le DOM, c'est ce qu'on appelle le Document Object Model. Lorsque je dis DOM, ce sera la représentation en fait d'une page web. Donc toute page web a une représentation. C'est ça qu'on va appeler le DOM. Donc grâce à HTML, on va pouvoir gérer dans ce DOM-là. Parce que dans un document HTML, on a des éléments, vous vous rappelez très bien. Et à travers ces éléments-là, on peut construire un arbre. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Lorsque je suis, par exemple, dans ma page ici, en fait, on dit que le DOM, c'est quoi? Le DOM, c'est la représentation de ma page web. Si j'interprète cette page web, j'ai un contenu. Maintenant, quelle est la représentation de ma page web? On a dit quoi? Au départ, on a quoi? On a le HTML, on a la balise H, on a la première balise ici. Après, on a une racine. Ça sera la balise racine, en fait, ça sera la racine de notre page. À la racine de notre page, on aura encore deux enfants. Le premier enfant sera quoi? Ça sera le head. Et le deuxième enfant sera quoi? Le body. Maintenant, à l'intérieur du head, on aura combien d'enfants? Un, 2, 3, 4 enfants. Comme vous pouvez le voir. Et dans le body, on aura encore également un enfant dans celui-ci que nous sommes en train de voir. On va dire donc quoi que le, à travers cela, notre page web, on aura cela une structure, une représentation de notre page web. C'est ce qu'on appelle dans le DOM. C'est ça que nous allons manipuler lorsque nous allons faire des événements. Toujours le DOM. Donc, ce sera en fait, le DOM, c'est une application en fait, de la programmation qui va nous permettre de gérer facilement les différents éléments ou les différents objets pardon, d'une page. Là, par exemple, donc, on représente l'arbre en fait de notre document. Ouais, à la racine, par exemple, on peut avoir quoi? On a toujours le HTML, la balise HTML qui est toujours à la racine. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit tantôt quoi? Le DOM, c'était quoi? Le DOM était ici là, la représentation en fait d'une page web. Donc, comment est-ce que la page web est structurée? Et c'est à partir de cette représentation-ci, nous allons pouvoir bien gérer tout ce qui concerne ici là, que ce soit les événements et bien d'autres. On va accéder aux éléments d'une page. On va d'abord connaître sa structure en fait. Parce que le JavaScript va nous permettre de faire quoi? D'accéder à chaque élément de la page. Et pour pouvoir accéder aux éléments d'une page, il faudra connaître en fait sa représentation. Et pour faire la représentation d'une page web est faite en utilisant quoi? Le DOM, c'est la représentation donc d'une page web. Lorsqu'on parle de représentation, c'est-à-dire quoi? Au départ, nous avons un parent qui est la balise racine. Quand vous regardez par exemple le document HTML, vous voyez que à la racine, qu'est-ce qu'on a? On a la balise HTML qui a deux enfants, par exemple. Dans mon cas, par exemple, ici là, ma balise HTML a combien d'enfants? Elle a deux enfants uniquement. Le head et le body. Alors sa représentation DOM sera donc comme ça. On aura donc là la balise HTML qui a deux enfants, le head et le body. Et chaque enfant a des enfants également. Ici, là, nous avons quoi? Meta, ligne, title, qui sont des feuilles. Nous n'aurons plus d'enfants. Puisqu'on n'a pas besoin d'enfants dans une ligne, on n'a pas besoin d'enfants dans un title. Dans le body, on aura plusieurs enfants et chaque enfant pourra avoir des enfants et des enfants. Oui, c'est ce qu'on parle au niveau du texte. Il ne peut plus avoir d'autres enfants. Ça, c'est les éléments que nous allons voir en ce qui concerne en fait les événements, puisque le JavaScript, comme j'ai dit tantôt, est basé en fait sur les événements. Le JavaScript s'occupe de la partie front-end, donc tout ce qui concerne le front-end. Tout va s'exécuter dans le navigateur du client. Donc tout ce que nous allons écrire, tout le code que nous allons écrire va toujours s'exécuter côté client, tout comme HTML, CSS qui s'exécutait côté client. Donc, en plus de la gestion des événements, nous allons voir la programmation orientée objet. Donc, tout comme nous avons vu la programmation orientée objet en C++, on va le voir en Java. Nous allons également voir la programmation orientée objet en. Donc, avec JavaScript, tout comme j'avais parlé de CSS, avec JavaScript également, on aura affaire à des librairies. Donc, il y aura des librairies que les gens ont créées, qu'on pourra utiliser plus tard pour pouvoir accélérer le développement de nos projets, en fait. Donc, tout comme le plus connu qui de nos jours était jQuery, l'une des librairies qui est très utilisée
ou écrit facilement le JavaScript. On va le voir si le temps nous permet. À côté de JavaScript, à côté de ça, on a plusieurs également d'autres éléments. À côté de JavaScript également, on a des frameworks. On a des frameworks comme Angular, qui est très utilisé de nos jours, comme React. Donc ça, c'est des frameworks. Ça, c'est des outils en fait qui sont venus se greffer ici à JavaScript pour pouvoir essayer de créer des applications plus robustes, quoi. Donc, Angular, a été créé par Google. Nous avons React qui a été créé par Facebook. Ce sont React, lui, c'est une bibliothèque lui, qui vient compléter en fait le côté front-end. Et React et Angular, lui, tout un framework qui permet de créer des applications côté front-end de manière plus sécurisée, plus rapidement, plus robuste, quoi. Ok, donc là, on va donc entrer ici, là, dans la syntaxe du langage proprement dit. Comment on va donc écrire du code JavaScript? Alors, pour commencer, on va toujours commencer par le fameux Hello World qui existe en informatique. Alors, pour faire notre Hello World, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans notre fichier HTML, bien évidemment, puisque le HTML, j'ai dit tantôt quoi, le JavaScript est un complément au HTML et CSS. Donc, on va toujours écrire notre code pour qu'il accompagne en fait le fichier HTML et CSS. Donc là, j'ai déclaré mon script avec utiliser la première méthode qui permettait de déclarer une balise de script dans le document et pouvoir insérer du code JavaScript. Alors, le premier code JavaScript que nous allons voir, c'est l'affichage. Comment afficher un message dans le navigateur? Pour le faire, on va utiliser une fonction JavaScript qui s'appelle alert. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne déjà. On aura la fonction alert qui va permettre d'afficher un texte dans le navigateur. Bonjour, on va dire par exemple bonjour le monde. On va bien évidemment notre point virgule, puisque c'est une instruction que nous sommes en train de faire. Nous donnons l'instruction ici là au navigateur d'afficher le message Hello World, bonjour le monde. Alors pour tester, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aller, je vais juste aller sur Go Live. Vous voyez, est-ce que vous remarquez quelque chose? Voilà. Donc, c'est alerte, ça permet d'afficher un message dans le navigateur bonjour le monde. Donc, si dans votre site, sûrement dans certains sites, vous avez déjà eu à voir ça en fait. Forcément, c'est le JavaScript qui permet de le faire. Bah, souvent, dans certains sites, lorsque vous voulez fermer le site, on vous dit voulez-vous vraiment sortir? Donc, vous affichez une alerte. Voulez-vous vraiment sortir? Si vous dites OK avant que ça se ferme. Donc, quand le message, regardez par exemple, quand le alerte s'affiche, tant que je n'accepte pas, en fait, la page ne s'arrête pas de charger. Parce qu'il dit OK, la page s'arrête de charger. Donc, ça, c'est le premier message qu'on peut voir en ce qui concerne le JavaScript. C'est juste pour afficher un message à l'écran. Alors, tout à l'heure, je vous disais, en JavaScript, il y a deux endroits pour déclarer le code JavaScript. La première méthode, c'était quoi? C'était de déclarer le code JavaScript directement dans le script. Lorsque nous sommes dans le script, qu'est-ce qu'on fait? On déclare juste la balise de script. On précise le type qui est le type texte slash JavaScript. Et la deuxième méthode, c'est quoi? C'est de créer un fichier. Par exemple, je vais renommer pour que ce soit bien clair. On crée un fichier script.js qu'on va donc inclure dans notre fichier. On va donc inclure dans notre fichier HTML, dans le head, en utilisant ici là, bien également la balise script. Mais ici là, on va préciser quoi? Le chemin d'accès. On peut également préciser le type. Tout comme on a précisé le type ici, là, on peut également préciser le type, ça ne dérange pas. Pour que ça soit plus sûr, on peut préciser également le type ici en fait. On précise là, script type égale à text slash JavaScript. Et le SRC, on me donne le nom de notre fichier. Je l'ai renommé tout à l'heure. Ça sera script.js. Donc, c'est un fichier externe en fait. Donc, la première méthode, c'est d'écrire dans le code HTML directement. Et la deuxième méthode consiste à faire quoi? À créer un fichier externe et on va l'ajouter directement dans notre code. On peut l'ajouter à plusieurs endroits. Tout comme je l'ai ajouté dans le head, on peut l'ajouter directement également dans le body, où vous voulez en fait. Dans l'endroit où vous pouvez ajouter où vous voulez. Ce n'est pas comme
le CSS. Le CSS, vous ne pourrez ajouter le CSS que dans le head, mais avec le JavaScript, vous ajoutez le JavaScript où vous voulez. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez, il y a la différence. La différence, c'est que en utilisant un fichier JS, c'est meilleur. C'est toujours la meilleure solution d'utiliser un fichier externe. Parce que venir écrire le code dans une même page, c'est assez superflu en fait. Et le temps de chargement, tout ça. Est-ce que c'est clair? Donc, la première chose que nous allons voir, c'est les instructions. Dans tout langage, lorsqu'on va apprendre un langage de programmation, la première chose, que ce soit un langage de programmation ou un langage de description, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on fait les instructions dans ce langage. En JavaScript, on a des instructions, tout comme dans d'autres langages. En JavaScript, donc, une instruction, c'est quoi? Lorsqu'on dit une instruction, ça veut dire qu'on donne un ordre à l'ordinateur. Et les instructions, c'est quoi? On a l'instruction se termine toujours en JavaScript par un point virgule. Vous voyez, mis l'instruction ici, c'était quoi? Il voulait afficher un message dans le navigateur. Le message se termine par quoi? Par un point virgule. C'est ça une instruction. Donc, toutes les instructions se terminent par un point virgule et vous pouvez mettre plusieurs instructions sur une même ligne. Mais le plus souvent, on veut mettre toujours les instructions sur plusieurs lignes pour éviter cela de ne pas pouvoir comprendre plus tard. Donc, on peut mettre que, exactement, c'est comme tout autre langage, il faut toujours mettre les points virgules pour séparer les instructions, ainsi de suite. Si c'est clair. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai mis les commentaires. Donc, la première chose qu'on peut également voir, c'est quoi? C'est les commentaires. C'est un langage de programmation à part entière. On a fait le C++. Donc, si on a fait le C++, forcément, le JavaScript sera très facile pour vous. En ce qui concerne que ce soit les boucles, en fait, tout ce qui concerne les structures conditionnelles, les structures, le if, les structures, les boucles, tout ça, ça sera facile pour vous parce que nous avons déjà vu. C'est presque la même syntaxe en fait. Donc, les commentaires également, pour mettre les commentaires, c'est la même chose en C++. On a les commentaires sur une ligne et on a les commentaires sur plusieurs lignes. Pour mettre les commentaires sur une ligne, on met deux slash. Donc, c'est commentaire sur une ligne. Pour mettre les commentaires sur plusieurs lignes, vous le savez déjà, c'est slash étoile, étoile, slash. Là, on a les commentaires sur plusieurs lignes. Donc, là, on a les commentaires sur plusieurs lignes. On va les deux éléments principaux que vous devez savoir en ce qui concerne le JavaScript, qui est presque semblable ici là au C++. En C++, pour mettre les commentaires, c'était la même façon. La même façon. Ça, c'est clair pour vous. Ok. Alors, je vais vous apprendre maintenant une autre manière de travailler. Lorsqu'on travaille en JavaScript, parfois, il faut déboguer. Donc, on peut donc afficher certains éléments dans la console du navigateur. Est-ce que vous connaissez la console du navigateur? Non, la console du navigateur. Lorsque vous inspectez votre code, vous pouvez avoir un message en console. Et donc, et pour écrire ce message en console, le plus souvent, lorsque vous allez travailler en JavaScript, puisque les données ne vont pas tout être affichées dans la page, vous pourrez afficher ces éléments en console. Et pour le faire, on utilise ce qu'on appelle le console.log. Donc, c'est une instruction console. Ça, c'est l'élément que vous allez toujours utiliser en fait. Désolé, console.log. Ça, c'est un élément que vous allez toujours utiliser. Ça, c'est une instruction incontournable. Lorsque vous allez travailler, à chaque fois, il va falloir déboguer pour afficher, par exemple, dans la console pour pouvoir voir en fait le résultat. Parce que lorsque vous allez travailler, vous n'allez pas toujours afficher les éléments dans la page. Il va falloir peut-être tester les éléments pour les afficher pour voir quel est le résultat. À chaque fois, vous allez mettre dans la console. Et pour le faire, vous utilisez ici là l'instruction console.log. Et à l'intérieur, vous allez mettre votre message que vous voulez afficher. Donc, par exemple, je vais vous dire là, JavaScript est le meilleur langage. Vous pouvez faire le JavaScript et vous concentrer juste sur HTML, JavaScript et CSS et faire de ça votre métier sans vouloir partir toucher encore d'autres langages du web. Il y a des gens qui sont spécialisés que dans ça. Vous allez voir développeur front-end et ils sont spécialisés que dans ça. Donc là, si je fais ça, par exemple, je mets mon point virgule.
Je suis en train de demander en fait au navigateur d'afficher dans sa console le texte JavaScript est le meilleur langage. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre tout simplement. Je m'en vais dans ma page comme tout à l'heure. Si j'actualise, forcément, je vais aller dans mon navigateur. On inspecte tout simplement, hein. Vous inspectez. Lorsque vous allez inspecter, vous allez aller dans console. Vous voyez très bien ici, là. Tous les navigateurs ont cela, en fait. Ont une console. Et dans la console, ça affiche, en fait, tout ce que vous allez, tout ce que vous avez, en fait, défini, en fait. Qu'est-ce qu'on a dit ici, là? JavaScript est le meilleur langage. Est-ce que vous lisez? Voilà, c'est tout simplement parce que nous avons écrit dans la console, en fait. Donc, lorsque vous allez faire vos tests parfois, vous allez faire les calculs, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Vous allez toujours pouvoir le voir directement. Vous allez toujours faire un affichage dans la console et venir regarder. Le plus souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a également des extensions que vous pouvez installer dans votre navigateur, dans votre VS Code, pour pouvoir faire afficher directement cela dans le navigateur, dans l'éditeur VS Code, quoi. Ça dépend de vous. Si vous trouvez des extensions, vous pouvez le faire. Mais je pense qu'il y a des extensions qui le font. Donc, j'espère que jusqu'ici, là, c'est clair pour vous. Affichage d'un message dans la console. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, pour afficher maintenant, avec JavaScript également, nous pouvons afficher. Bon, je vais commenter celui-ci pour qu'il ne nous dérange pas trop. Pour éviter le message d'alerte. Alors, pour afficher maintenant, je vais dire comment. Avec JavaScript, en fait, on peut afficher un texte dans notre page web. Ça dit quoi? Je peux décider d'ajouter un élément dans ma page. Regardez très bien. Ma page est constituée de quoi actuellement? Il n'y a aucun contenu. Est-ce que vous voyez très bien? À part, par exemple, à part le script, la page HTML est vide. Est-ce que c'est clair? Allô? D'accord. Donc, la page est vide. Donc, avec le JavaScript, on va pouvoir ajouter du contenu à une page HTML sans passer par le code HTML lui-même. Donc, dans ma page, je peux donc faire quoi? Je peux donc ajouter un texte. Donc, je vais faire là, par exemple, ajout d'un texte dans la page. Et pour le faire, on utilise ce qu'on appelle le document.write. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans le document, on appelle le document. Lorsque je dis document, en fait, c'est que j'accède déjà à la structure de ma page. Donc, puisque ce script est dans ma page index.html, lorsque je fais document, ça localise ce document dans lequel je suis, dans le document HTML. Dès que je fais point, lorsque je fais point, write, c'est-à-dire quoi? Je veux écrire dans le document où je suis. Je peux écrire n'importe quoi que je veux. Puisqu'il a les bases de JavaScript. Je redonne faire quoi? Je redonne ajouter un contenu dans ma page HTML. Donc, si j'enregistre et que je m'en vais actualiser, vous verrez très bien que ça fonctionne sans difficulté. Alors, j'ai enregistré, je vais donc actualiser. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai donc fait quoi? J'ai donc écrit dans mon document HTML à travers le JavaScript. Je manipule déjà mon document HTML à partir du JavaScript. Par exemple, pour vérifier par exemple les formulaires en fait. Je vous ai montré un cas simple tout à l'heure. Voici mon site. Je vous montre un cas pratique. Pourquoi on ajoute un élément dans le DOM, dans la page. Voilà un formulaire que l'utilisateur doit remplir et soumettre. Il faut vérifier ce formulaire. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est quoi? On vérifie le formulaire d'abord côté client. Comment on vérifie un formulaire côté client? C'est en utilisant JavaScript. Donc, grâce au JavaScript, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer tous ces éléments
tous les éléments. Donc, si l'utilisateur a mis les textes là, tout ce qu'il aura mis ici à l'intérieur, nous allons les récupérer avec le JavaScript. On travaille d'abord côté client. Une fois que nous avons vérifié toutes ces informations, alors une fois que nous allons récupérer toutes ces informations côté client avec le JavaScript, nous allons vérifier est-ce que il a entré le bon email, est-ce qu'il a entré un téléphone correct, est-ce que les mots de passe ici, là et là sont identiques. C'est côté JavaScript que nous allons le faire. Et maintenant, si lorsque nous vérifions par exemple l'email, nous constatons que l'email n'est pas correct, comment vous allez faire pour dire à l'utilisateur que son email n'est pas correct? Il faut donc écrire dans le DOM. Il faut donc venir peut-être ici en haut dire l'email que vous avez entré n'est pas correct. Je vais faire un exemple très simple là. Je n'accepte pas par exemple, là, il met ici là un faux email. Je tente la soumission. Vous voyez que déjà là, on a l'utilisation de JavaScript, de HTML. Donc ça, c'est l'élément HTML puisqu'on avait dit que ça doit être un email. Donc là, il a déjà vérifié en fait. Donc, je peux décider de le faire passer par exemple ici là. Il me dit qu'il doit rester ici. Voilà, je n'ai pas vérifié. Voilà, regardez ce qui se passe. On dit the password must be at least 8 characters. Pourquoi ça dit ça? Parce que j'ai mis un mot de passe ici là et ici là, je n'ai pas mis la même chose. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai écrit dans la même page un message en rouge. Par un cas d'utilisation en fait de cet exemple là, il n'y a pas que c'est pas. On ne va pas dire que c'est une bonne méthode, non. C'est l'utilisation qui compte en fait. Est-ce que vous comprenez maintenant? On va un cas d'utilisation très simple. Lors de la soumission d'un formulaire, on va toujours vérifier le formulaire avec le JavaScript. Une fois que nous avons modifié le formulaire, une fois que nous avons, autant pour moi, vérifié le formulaire, s'il y a les erreurs dans le formulaire, alors on affiche les messages à l'utilisateur pour lui dire que à tel endroit, il y a problème. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, vous voyez qu'à travers dans le document.write, on peut écrire dans notre document HTML. Ça, c'est une première méthode. On va voir dans la manipulation du DOM comment donc on va pouvoir faire d'autres choses en fait. Donc, ça, ce n'est que le début en fait. Donc, vous voyez que c'est déjà un grand apport en ce qui concerne le HTML et le CSS. Tout comme on modifie le HTML, on pourra modifier également le CSS. Regardez par exemple la couleur. Si vous regardez l'exemple, la couleur a changé. Comment est-ce que la couleur peut changer? Ça veut dire qu'il y a déjà on a déjà modifié en fait le CSS. Est-ce que vous comprenez ça? Rien que cet exemple, si vous montre l'importance en fait du JavaScript. Vous voyez on a déjà on a changé la couleur de ligne pour dire qu'il y a problème ici. On a mis le texte en couleur rouge. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a écrit dans le DOM et on n'a pas seulement écrit dans le DOM, on a encore modifié le CSS. Parce que c'est le CSS qui permettait d'avoir une couleur. Est-ce que vous voyez déjà ça? Donc, pour écrire dans le document, pour ajouter un texte dans un document, on peut utiliser, donc ce n'est pas la seule méthode. Raison pour laquelle il dit on peut utiliser le document.write pour le faire. Et en utilisant le document.write, le texte sera affiché donc, dans notre page web. Jusqu'ici là, je pense que c'est clair pour vous. Dans certains sites web, vous allez voir, il y a souvent des boîtes de dialogue qui s'ouvrent. En JavaScript, on peut donc également créer ces boîtes de dialogue en utilisant ce qu'on appelle le Windows.alert. Donc, ça, ce sont les éléments qui nous permettent d'accéder au DOM. Lorsque je dis DOM, comprenez tout simplement quoi? C'est la représentation de notre page. Lorsque nous sommes dans une page, on, on a, on a d'abord la fenêtre. Peut-être j'ai oublié de vous expliquer cela. Lorsque nous sommes dans une page, on a premièrement la fenêtre et on a le document en question. Donc, c'est dans la fenêtre qu'on a le document en fait. Et lorsqu'on dit document.write, c'est-à-dire quoi? On est là dans la fenêtre et on accède au document. On veut écrire dans le document qui est dans la fenêtre. Et maintenant, pour faire une boîte de dialogue, vous savez, il y a très bien que la boîte de dialogue, c'est un composant du système d'exploitation. Donc, du coup, on accède plutôt à Windows maintenant, qui est notre fenêtre actuelle. Donc, pour faire un affichage, en fait, d'un message avec une boîte de dialogue, un message, boîte de dialogue, on va utiliser ce qu'on appelle Windows
point alerte. Donc, on fait l'alerte dans le document. Oups. On va écrire là, par exemple, JavaScript est génial. On n'oublie pas notre point virgule et on lance. Mais les nouvelles versions de JavaScript, en fait, n'obligent plus le point virgule, hein, juste pour vous rappeler. Donc, parfois, il peut omettre, mais le plus souvent, pour rester dans la logique, on va toujours mettre le point virgule. JavaScript fonctionne un peu comme Python. En Python, en langage Python, on n'utilise pas en fait les points virgules. C'est automatique. Même JavaScript, les nouvelles versions de JavaScript, on n'utilise plus le point virgule. Donc si je retire même le point virgule, normalement ça devrait fonctionner si mon navigateur est en règle. Donc s'il vient là et que je m'en vais actualiser. Ok, regardez par exemple, ça c'est une boîte de dialogue, non? Lorsqu'on parle de boîte de dialogue, c'est quoi? Il y a une interaction avec qui? Avec quelqu'un. Là, par exemple, il me dit JavaScript est génial. Est-ce que je vais accepter? L'utilisateur doit accepter, doit répondre en fait. Une boîte de dialogue, c'est quoi? Lorsqu'on vous envoie une boîte de dialogue, c'est pour recevoir peut-être une interaction ou pour confirmer quelque chose. Par exemple, vous voulez sortir du site web. On vous dit, voulez-vous vraiment sortir du site web? Vous dites oui ou non. Exactement. Dans ce. Donc, boîte de dialogue, c'est boîte de dialogue. Ça dépend du cas d'utilisation en fait. Vous êtes en train de parler d'un cas d'utilisation. Vous pouvez faire la même chose avec JavaScript en fait. C'est toujours une boîte de dialogue en fait. Donc, ça dépend de votre cas. Là c'est dans un cas juste pour afficher. Vous pouvez l'utiliser dans différents cas possibles. Donc, ce n'est pas que c'est propre uniquement pour la fenêtre. Par exemple, lors de remplissage des formulaires, vous pouvez dire par exemple, dans certains sites, par exemple, lorsque vous remplissez un formulaire, on vous demande est-ce que votre mot de passe ou alors est-ce que votre email est correct. Donc, vous envoyez un point de dialogue lorsque vous avez soumis le formulaire en fait. Lorsque vous soumettez le formulaire, on vous demande est-ce que votre email est correct. Lorsque c'est correct, vous vérifiez à nouveau et vous dites OK, c'est correct. Même chose dans certains sites web, lorsque vous voulez vous désinscrire, lorsque vous voulez supprimer votre compte, par exemple, si vous êtes sur Facebook et que vous voulez supprimer votre compte Facebook, qu'est-ce qu'on vous demande? Il y a toujours une boîte de dialogue qui va venir. C'est du JavaScript pur. Il y a toujours une boîte de dialogue. Voulez-vous supprimer votre compte définitivement? Et c'est en rouge. Lorsque vous dites oui, votre compte est supprimé. Et une fois qu'on a la fenêtre, à l'intérieur de la fenêtre, on a quoi? On a le document. Et à l'intérieur de notre document, qu'est-ce qu'on a maintenant? On aura tous nos éléments HTML, les formulaires, les paragraphes. Donc, tout comme on a, regardez, tout comme je fais Windows.alert, je pourrais donc faire, si j'ai un paragraphe plutôt, je pourrais faire P point quelque chose. Donc, tous les éléments de notre document, on pourra accéder à ces éléments et les modifier à notre guise, en fait. On va le voir dans la suite du cours, donc ne vous inquiétez pas. Tout ça va être vu à la suite de ce cours. Ok, nous allons continuer également avec avec une autre syntaxe, ce qu'on appelle le prompt. Donc, on va pouvoir récupérer en fait les données d'un utilisateur avec JavaScript. Comment récupérer les données d'un utilisateur avec JavaScript depuis notre navigateur, depuis notre document, depuis notre page web. On va donc utiliser ce qu'on appelle ici là la fonction prompt qui est liée là à la fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer une valeur. Alors, pour récupérer une valeur, je vais d'abord introduire la notion de variable. Alors, maintenant, nous allons voir ici là la notion de prompt. Donc, comment on doit récupérer une valeur que l'utilisateur aura entrée. Donc, on va pouvoir faire une boîte de dialogue qui permet de récupérer la valeur d'un utilisateur à travers la fonction prompt qui est liée cela à l'objet Windows. Donc, pour ce faire, je vais introduire la notion de variable. Alors, nous avons vu la notion de variable lorsqu'on faisait la programmation C++. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est qu'une variable? Parce qu'il faudra bien qu'on récupère l'élément en question et on met cela dans une variable. En JavaScript, il y a plusieurs manières de déclarer des variables. Je vais d'abord introduire la notion de variable avant de continuer. On peut déclarer une variable en utilisant la syntaxe. On peut mettre ça ici en haut. On ne déclare pas les variables avec les types.
On a ajouté des mots-clés qui sont utilisés pour déclarer nos variables. Le premier mot-clé, c'est le mot-clé var, qui permet de déclarer les variables. Bon, c'est un mot-clé qui est presque obsolète. On l'utilise toujours, il n'y a pas de souci. Là, le mot-clé var, il va vous donner les trois mots-clés et votre devoir sera de chercher la différence entre ces trois mots-clés. Je ne vais pas vous expliquer la différence pour vous amener à chercher. Donc, vous allez me chercher la différence entre les trois mots-clés. Mais ce n'est pas compliqué. Déjà, même le nom va vous indiquer. Le premier mot-clé, c'est le mot-clé var. On peut dire var, âge, soit 0. En fait, ça a l'interprétation en fait, que le type de la variable est détecté. En fait. Le JavaScript ne permet pas de définir le type. Le deuxième mot-clé, c'est let. Avec let, on peut déclarer également une variable. Et le troisième mot-clé, c'est const. Non, bon, vous pouvez déterminer que la valeur, j'ai fait une déclaration avec initialisation. C'est juste une déclaration avec contenu direct. Tu peux juste dire va, âge, point virgule, non. On peut déclarer sans mettre la valeur. Ok. On va voir les trois manières de déclarer des variables. Là, j'ai trois variables déclarées de trois manières différentes. Forcément, le dernier, vous comprenez ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de trop vous expliquer le dernier. Vous devez juste voir la différence qui existe entre let et va. Mais le plus souvent, dans tous les codes, le plus souvent, avec les nouvelles versions de JavaScript, c'est plus le let qui est utilisé. Bon, le va, c'était avant l'apparition on appelle ça le ECMAScript. Les versions récentes, en fait, qui ont introduit en fait, le let. Mais avant ça n'existait pas, en fait. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, voilà la manière de déclarer. Donc, pour récupérer les valeurs dans une boîte de dialogue, en fait, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons utiliser le window, tant pour moi. Je confonds toujours avec Windows. On va utiliser le window.prompt. Donc, prompt veut dire quoi? On va donc afficher une boîte de dialogue qui aura un champ de texte. Le champ de texte va vous demander d'entrer certains éléments. Donc, si on peut dire quoi? Dans le prompt, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le prompt? Dans le prompt, on va dire par exemple, bon, le plus souvent, on va mettre dans une variable. Si je fais le Windows prompt immédiatement ce que je veux, il veut dire par exemple votre hash. Et le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est un paramètre par défaut. Par défaut, il veut dire que la valeur sera un texte. Donc, en fait, la valeur par défaut, il peut dire par exemple que c'est 0. Si j'actualise et enregistre, j'actualise, bon, je commente celle-ci. Forcément, si je m'en vais dans ma page et j'actualise. Ah, c'est bon. Il y avait quelque chose qui bloquait. Vous voyez un peu? Et là, je par exemple, je dis prompt votre hash. Qu'est-ce que ça fait? Ça me demande une certaine valeur. Et la valeur qu'il va récupérer, donc il va pas traiter en fait. Donc, j'ai dit par exemple A, B, C, A, Z. Je dis OK, ça s'arrête. Mais si je peux décider de récupérer cette valeur en fait, c'est pour ça que je vous ai introduit la notion de variable. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire par exemple que bon, mets-moi ça dans la variable H. Est-ce que c'est correct pour vous? Le plus souvent, on déclare le let lorsque la portée sera limitée. Donc, le plus souvent, lorsqu'on sera dans des fonctions, lorsqu'on sera dans des boucles, on va toujours utiliser le let. Parce que la portée avec le let n'est pas ici là, n'est pas global en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, la déclaration avec le var sont des variables qui seront globales. C'est juste une nomenclature qu'on a utilisée pour dire que bon, lorsque je vais déclarer une variable dont la portée ne sera pas globale, d'utiliser le let. Lorsque je veux déclarer une variable dont la portée ne sera pas, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque la portée est locale, j'utilise le let. Lorsque la portée est globale, j'utilise le var. Est-ce que vous connaissez d'abord la différence entre portée locale et portée globale? C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Portée globale, portée locale, ouais. Forcément, parce que, par exemple, je suis dans une boucle. Dans une boucle, tout ce qui est fait dans une boucle a une portée locale. Elle est propre à
la boucle, en fait. Donc, dès qu'on commence la boucle, à la fin, tout est détruit. Même chose pour les fonctions. Lorsque nous sommes dans une fonction, nous sommes en portée locale. Tout ce qui est déclaré dans la fonction a une portée locale. Et vous devez bien me comprendre. On a bien fait ça avec le JavaScript, avec le C++ jusqu'à l'introduction des. Puisque vous avez vu pourquoi on avait introduit, par exemple, les pointeurs qui permettaient de retourner des éléments pour qu'on n'ait pas des copies, et ainsi de suite. C'était un peu pour résoudre ce problème-là. Or, lorsque vous utilisez le let, on vous dit que bon, la portée locale, mais partout vous pouvez l'utiliser, mais c'est bien plus pour référencer, en fait. C'était référencé pour dire que bon, lorsque vous voyez let, ça veut dire que la portée est locale. Lorsque vous voyez ceci, la portée est locale. Lorsque je suis par exemple dans un if, il peut utiliser les variables. Les variables, mais maintenant, dans un if, il veut plutôt utiliser les let à la place d'utiliser les var. Ça se comprend. Donc, si c'est dans une boucle, toutes les boucles, qui sont les structures conditionnelles, les structures pour, if, j'utilise toujours les lettres. Bon, lorsque je suis dans une portée globale, je vais utiliser quoi? Les var. Donc, par exemple, si je suis dans mon document ici, je peux décider d'utiliser directement var parce que je sais que d'office, ma variable âge n'a pas une portée locale. Elle n'est pas propre soit à un bloc de code, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Parce que sur MDN, ils ont tout un article qui va bien vous expliquer cela, en fait. Ok. Donc là, par exemple, j'ai récupéré l'âge et j'ai mis cela dans quoi? Dans une variable h. Très évidemment, si vous avez mis dans h, vous pourrez traiter en fait le contenu de cette variable plus tard. Je pense que c'est assez. Donc, regardez par exemple, bon, je vais faire un essai. On va par exemple afficher cela en console. On va faire une console. Oui, j'ai mis 0 comme valeur par défaut. Et là, maintenant, j'ai tenté d'actualiser mon élément. Je vais dire par exemple, je ne mets rien. Bon, il va un peu expecter. Ce qui ne va pas me déranger. Bon, là, il n'a pas fonctionné. Normalement, ça doit afficher la valeur par défaut. Je ne sais pas pourquoi ça dérange là. Ah, apparemment, Ah bon, je vois. Il ne peut pas fonctionner avec le. Bon, on va faire un document plutôt. On va faire un document.write de H. Là, nous sommes sûrs que quelque chose peut se passer. Regardez ce qui se passe. Donc, la valeur par défaut, lorsque la boîte de dialogue vient, sera le test que j'ai indiqué. Et ça, on se comprend maintenant. Donc, si je ne veux pas de valeur par défaut, qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça. Et une fois que j'aurai entré mon âge et que j'aurai validé, puisque c'est une boîte de dialogue, le contenu de la variable va donc s'afficher à l'écran, en fait. Nous avons vu donc plus haut document.write. Et tout à l'heure, nous avons vu comment on peut déclarer une variable avec âge, avec const, avec let. Ça, c'est clair pour vous. Donc, si je m'en vais maintenant actualiser encore, et que j'écris mon âge, par exemple, je vais mettre 15, je valide. Vous voyez que les 15 que j'ai entrés dans la boîte de dialogue se sont affichés à mon écran. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Exactement. Exactement. Ok, bon. Là, c'est ça. Là, c'était juste ça, c'est juste des trucs faciles, hein. C'est juste pour montrer l'utilisation du langage. Donc, tout ce que nous voyons là, il faut pratiquer après. Donc, après, vous prenez un peu de temps pour essayer de regarder tout ça, pour pouvoir les maîtriser, quoi. Ok. Bon, tout à l'heure, j'ai anticipé la notion de variable parce que je devais utiliser les variables pour vous montrer que je peux récupérer un élément et un fichier. Dans tout langage, JavaScript n'est pas l'exception. Il y a toujours la notion de variable qu'il faut gérer. Il y a les conditions, vous savez déjà très bien. Il y a les conditions en ce qui concerne ici, là, les variables, surtout au niveau de la nomenclature. Vous le savez, il y a très bien comment déclarer des variables. C'est la même procédure. Pour déclarer les variables, on- chaque variable a quoi? Doit être définie par un nom. Vous savez, il y a très bien cela. Une variable a un nom qui permet de faire quoi? Qui permet d'identifier ce que vous voulez faire. Et maintenant, au niveau de la nomenclature, tout comme tout autre langage de programmation, le JavaScript, les variables ont une case sensitive. Lorsque je dis ça, case sensitive, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement quoi? Si vous écrivez une variable avec des majuscules et que vous écrivez une variable avec des minuscules,
C'est deux variables différentes. Donc, par exemple, s'il dit par exemple H, il dit par exemple va H, après il dit peut-être va H, 0, et va H, soit 21, soit 20 plutôt. C'est deux variables différentes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, va H soit 0 et va H égale 0. C'est deux variables qui sont bien différentes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la première, qu'est-ce qu'on a? On a le H qui commence avec une minuscule et on a le H qui commence ici là avec une majuscule. C'est assez simple comme bonjour. JavaScript ne fait pas l'exception en ce qui concerne les variables. Et on a notamment ici là la notion de case sensitive. Pour dire quoi? Pour dire qu'entre deux variables, si vous utilisez les majuscules dans une variable et dans une autre variable, vous utilisez les minuscules, les deux variables sont différentes. Et après un exemple très simple. L'âge, par exemple, il dit va H soit 0. Ici, là, H est tout en minuscule. Et là, on a H qui est quoi? Qui commence par une majuscule. Les deux variables sont bien les bien différents. Ils sont par le case de case sensitive, en fait. Ça se comprend. Donc, comme vous pouvez le voir, non, non, dans tous les langages, on met les majuscules, mais c'est interdit, c'est pas recommandé. Je suis en train de vous expliquer que la case est sensitive. C'est-à-dire quoi? Que si vous écrivez une variable avec les majuscules, non, bon, peut-être l'exemple n'était pas bon. Par exemple, j'ai mon âge et peut-être maintenant là, peut-être j'aime pas bien expliquer ça. Voilà un exemple simple, un cas simple. Je ne voulais pas commencer par les majuscules. Le plus souvent, on ne commence pas les variables par les majuscules. C'est pas, non, c'était juste un exemple. C'était pas juste, c'était pas, on ne devrait même pas poser cette question parce que nous avons déjà fait cela en C++, parce que les variables, normalement, commencent par une minuscule, pas par une majuscule, ainsi de suite. Non, vous pouvez déclarer les variables, vous pouvez les déclarer comme vous voulez. L'essentiel est que ça commence par un nom. Mais maintenant, dans le cas d'utilisation, maintenant, c'est de fils que non, il ne faut pas. Est-ce qu'on ne vous a pas interdit en C++ ou bien en quel que soit le langage d'utiliser une majuscule pour nommer une variable? C'est juste que parmi les nomenclatures, il y a ce qu'on appelle le clean code. Il y a des manières de nommer ces variables. On recommande, c'est une recommandation de ne pas nommer les variables en majuscules parce qu'on sait que bon, on a déjà dit que bon, les classes vont commencer par des majuscules. Tout comme par exemple en C++, lorsque vous créez une classe avec la minuscule, on ne refuse pas en fait. Est-ce que ça vous a refusé de créer une classe en minuscule? Non. Vous pouvez créer une classe qui commence par une minuscule, le nom commence par une minuscule, ça ne va pas refuser. Mais dans la clean code, on recommande en fait de commencer par la majuscule. C'est pour séparer, pour dire que non, ça c'est la classe. Après, on va déclarer un objet qui va commencer par une minuscule en fait. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc ça, c'est la déclaration des variables. Et lorsqu'on déclare une variable également, on peut la signer. On peut définir la valeur de cette variable. Et on utilise bien également bien évidemment, on utilise ici l'opérateur égal pour assigner une valeur à une variable. Parce que c'est assez trivial pour vous. Nous l'avons déjà vu en ce qui concerne cela, la programmation C++. Donc c'est très simple. Donc, là, par exemple, j'ai déclaré une variable, mon âge qui soit 0. Et en fait, la deuxième séquence qui est recommandée. Lorsqu'il y a deux mots dans la variable, il faut toujours utiliser ici là la majuscule pour commencer le deuxième. On appelle ça la notation camel case. Donc ça dit quoi? Le début commence par une minuscule et chaque mot en fait commence par la majuscule. Est-ce que c'est clair? Donc si par exemple je peux dire là mon nom, je peux déclarer une variable va name. Je dis là va name. Si c'est un string, je mets par exemple là, par exemple je mets peut-être camel. Je dis que là c'est la variable qui contient peut-être le prénom. Alors, ça respecte les conditions de nomenclature des variables, ça respecte la même, la même règle que en langage C++, que tous les autres langages également. Première chose, une variable ne commence pas par un chiffre, bien évidemment. Une variable ne peut contenir que les caractères alphanumériques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une variable qui contient les étoiles, les dièses, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair?
Donc, et les variables, le mot par exemple va est réservé. Tout comme nous avons vu en JavaScript, nous avons les mots réservés. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les mots réservés pour créer une variable. Par exemple, je ne peux pas dire var for. Je ne peux pas dire var. Oups, désolé. Je ne peux pas dire var. Oups. Je ne peux pas dire encore var. Il y a encore quelle boucle? Var while. Donc, les mots-clés for, var et while. Donc, les mots du langage sont réservés en fait. Pour la déclaration des variables, vous le connaissez déjà. Donc, ce n'est plus à voir. Donc, ça, c'est ce qui concerne en fait les variables. Et pour déclarer les variables, vous connaissez déjà. Et donc, je pense que en ce qui concerne les variables, c'est déjà correct pour vous. Maintenant, comment on va maintenant voir la concaténation des variables? Si on a deux variables et qu'on veut faire la concaténation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous comprenez d'abord ce que c'est que la concaténation? Exactement, la concaténation consiste à combiner donc deux valeurs, deux chaînes de caractères. Donc, par exemple, je peux avoir, exactement, par exemple, je veux déclarer var, j'ai par exemple une variable var max h qui reçoit quoi? Qui reçoit par exemple 18. Donc, on sait que l'âge maximum, c'est 18. Maintenant, je vais afficher un message à l'écran. Je vais donc dire quoi? Max va. Mon message sera quoi? Mon message va contenir en fait, par exemple, on va dire quoi? Euh, non autorisé au moins de, par exemple, de. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire la concaténation en JavaScript? En C++, comment on fait la concaténation? Est-ce que c'était possible avec. Bon, là-bas, c'était les cout. Là-bas, c'était les cout qui primaient. Mais c'est là on va utiliser le plus pour concaténer. Le plus, donc le plus va permettre de concaténer deux chaînes de caractères. Donc, je veux écrire quoi? Non autorisé au moins de 18 ans. Donc, je vais écrire donc 18 ans, je mets plus, il met la variable max h. Je remets mon plus, je continue mon texte. Vous Je vous montre que pour faire la concaténation en JavaScript, on utilise le plus, l'opérateur plus. C'est la syntaxe. C'est une syntaxe qu'on utilise en fait. Donc, pour concaténer les chaînes de caractères, vous allez utiliser toujours l'opérateur plus. Il peut même décider d'afficher ça pour que vous puissiez voir. Donc, si je fais un document, point white, oups, mon message, j'aurai le résultat escompté. Vous voyez, non autorisé au moins de 18 ans. Vous voyez que c'est automatique puisqu'il est lancé ça en live. Donc ça, c'est ça, ce qui concerne ici là, les variables et la concaténation. Il y a également d'autres éléments qu'on peut voir, par exemple, en ce qui concerne les variables. Si vous déclarez, par exemple, deux variables, en fait, quel que soit le nombre de variables que vous avez déclaré, vous pouvez connaître le type de chaque variable. Je vous ai dit tantôt qu'en JavaScript, les types ne sont pas. On ne définit pas les types en fait lorsqu'on déclare les variables. Vous avez vu. Soit je déclare avec var, soit je déclare avec let, mais je ne précise en aucun moment le type. C'est dans le contenu que nous allons mettre, c'est le contenu que nous allons mettre dans une variable qui va définir son type. Donc, on va donc dire que c'est à l'interprétation et c'est là que le type est détecté. Donc, si par exemple, j'ai déclaré là des variables, je peux à tout moment regarder
le type de ces variables-là, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, là, j'ai déclaré les variables. Je peux savoir quel est le type de la variable, par exemple, max h. Il peut vouloir savoir quel est le type de la variable h et quel est le type de la variable, par exemple, il peut déclarer une autre variable. Hmm, va une note, par exemple, je vais dire, par exemple, la note va recevoir, par exemple, 16,28. Il peut vouloir demander quel est le type de toutes ces variables-ci. Qu'est-ce que je fais donc? Il peut donc utiliser ce qu'on appelle cela le type of. Le type of va nous permettre donc de définir, alors de regarder quel est le type d'une variable en question. Donc, si j'écris par exemple là, document.write, donc je vais écrire directement dans le document pour qu'on puisse voir le contenu, le type des variables en fait. Il y a bien les types en JavaScript, mais le problème est que les types, on ne définit pas en fait le type des variables lorsqu'on les déclare. Le type est défini tout seul en fait. Le type est détecté tout seul en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, si je dis par exemple type of, donc ça c'est la syntaxe qui permet de regarder quel est le type de la variable qui a été déclarée. Donc, si je regarde type of par exemple, quelle variable? Il prend la variable max h. J'aurai le type de la variable max h. Après, il fait type of. Par exemple, message. J'aurai le type de la variable message. Et ensuite, j'aurai le type de la variable note. Alors, vous pouvez très bien savoir, il y a les types. Si nous avons vu la notion de type dans d'autres langages, c'est presque la même chose. On aura toujours, par exemple, là quoi? Les chaînes de caractères et les numbers. En JavaScript, on va parler plutôt de number en fait. Tout ce qui sera nombre sera number. Tout ce qui sera texte sera une chaîne de caractères. Donc, c'est un peu comme ça que le JavaScript fonctionne en fait. Donc, si j'actualise là, si j'enregistre, il m'en va actualiser. Vous verrez très bien. Vous voyez qu'on a quoi? On a number et on a string. Et l'autre, c'est tout number. Donc, il ne différencie pas en fait les différents types de variables. Donc, en JavaScript, on aura quoi? On aura des numbers. Tout ce qui est number sera un number. Tout ce qui est chaîne de caractères, tout ce qui est nombre, autant pour moi, sera un number. Et tout ce qui est chaîne de caractères sera un string. Donc, c'est ce qu'il faut connaître déjà en ce qui concerne les types. Est-ce qu'on se comprend? Et maintenant, en JavaScript, vous pouvez, on appelle ça comment? Vous pouvez quitter d'un type à un autre. Vous vous rappelez très bien, en C++, nous avons fait cela. La conversion des types. Est-ce que vous vous rappelez? On peut quitter d'un type X vers un type Y. Donc, par exemple, j'ai un type nombre, je peux décider que bon, je veux quitter du nombre vers un entier. Je veux quitter d'une string vers un entier. C'est bien possible. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, par exemple, je vais non pas changer. Si veut, lui, le type en fait de la variable. Donc, par exemple, j'ai la variable quoi? Exactement. Voilà. On va prendre un exemple très simple. Je vais par exemple déclarer, par exemple, va number. Je vais par exemple déclarer va number reçoit, par exemple, 11. Alors, quand je déclare, par exemple, va number reçoit 11, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Si on fait un document, si on fait un type of number, qu'est-ce que ça va retourner quel type? Non, c'est impossible. Vous voyez qu'on a les chaînes de caractères, on a le double quote là. Donc, si je regarde le type de number, ça sera quoi? Ça sera, voilà, c'est une chaîne de caractères. Ici là, par exemple, ici là, document pour de max A, c'était quoi ça? C'était un number que je précise pour vous retrouver lors de révision. Ici là, ça sera quoi? Ça sera un string. Ici, ça sera un nombre également, puisqu'il dit que tout est nombre en JavaScript. Alors là, maintenant, ici, également, ça sera, le type, ce sera quoi? Un number. Bon, pas un nombre, un string autant pour moi. Maintenant, je peux décider de vouloir transtyper. On appelle ça le transtypage. On veut quitter du type string au type entier, par exemple. En JavaScript, c'est possible. Le plus souvent, par exemple, dans les formulaires, je saute. Dans les formulaires, tous les champs d'un formulaire que vous récupérez, le plus souvent sont des strings. Puisque dans les formulaires, on ne peut pas dire que ça c'est un nombre facilement. Il sait que ce sont des strings.
Et lorsque vous allez récupérer ces informations-là, il va falloir les transtyper chacun à son type. Raison pour laquelle, par exemple, j'ai récupéré par exemple un nombre qui était 11 dans mon formulaire. Qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux donc parser cela. Je vais dire par exemple, va parse, je sors quoi? Et pour convertir par exemple en entier, on utilise ce qu'on appelle le pass. On va faire un pass par exemple in pour convertir par exemple en entier. Est-ce que se comprend? Allô? Il a dit ceci. Pour convertir par exemple un type string à un type entier, en JavaScript, on va utiliser ce qu'on appelle, il y a deux nomenclatures en fait pour faire pour faire le casting. On appelle ça, il y a plusieurs noms, le casting, le parsing ou le transtypage. C'est comme ça qu'on appelle cela en fait. Dans le casting, que ce soit ce qu'on appelle casting ou transtypage ou le parsing, ce sont des méthodes qui permettent de faire quoi? Qui permettent de passer d'un type à un autre. Donc, je peux décider de quitter d'une chaîne de caractères à un entier et il peut décider de quitter d'une chaîne de caractères à un double ou à un float. Donc, en JavaScript, on va permettre de faire cela. Donc, pour quitter par exemple de chaîne de caractères qui est un number, je vais donc aller à un float par exemple ou un entier. Donc, par exemple, je prends le cas de number. Je veux que number soit maintenant un entier. Qu'est-ce que je fais? J'utilise la fonction parseInt qui va prendre en paramètre quoi? La variable que je veux parser. Je veux faire un parseInt de qui? De number. Donc, en paramètre, je vais donc passer le number là. Exactement. Donc, lorsque je fais ça, parseInt. Et si maintenant j'interroge le type, ça sera maintenant un entier. Ça se comprend. Ici, maintenant, je peux décider de faire une addition. Avant, je ne pouvais pas faire. Si je prenais peut-être number plus un, ça ne devait pas marcher. Si je faisais number plus un, ça devait plutôt faire une concaténation. Maintenant, je peux faire number plus un. Ça va faire quoi? Ça va ajouter un cas simple. Regardez. Oui, oui, puis le nombre de sumo, c'est la même chose. Constructif D. Il peut dire pass les décimaux. Il peut dire, on va les appeler les floats ici, là. Pass float, c'est quoi? Ça sera un pass float. On va les deux principaux qu'on utilise le plus souvent. Puisque forcément, derrière les strings, soit on va partir des strings des entiers, soit on va partir des strings des décimaux. Bon, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que je comprends? Ok, donc c'est un peu ça. Je peux même décider d'afficher beaucoup plus bien on voit. Regardez ce qui va se passer, par exemple, là. Bon. Si on fait, par exemple, un document. Désolé. Si on fait un document.write, par exemple, qu'est-ce que je veux faire deux opérations. Je fais peut-être un document.write de quoi? L'élément qui est passé de passe plus un. Je me dire ce qui va s'afficher. On va vérifier. Après, je fais un document. Après, je m'en vais faire là un document point write de quoi? De number plus un. C'est censé, avec ce que j'ai expliqué, c'est censé déjà connaître ce qui va se passer. Donc, il passe plus un et number plus un. Alors, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? 12.0. Mhm. On aura quoi ici? Et le deuxième?
C'est fou. Comment on fait pour trouver 12.0? Ça sera tout simplement une concaténation. Puisqu'on a un string, on ajoute plus un au string. Donc, on vient concaténer le string avec une autre valeur. Puisque le nombre était un string, et on ajoute plus. Lorsqu'on a un string et qu'on fait une concaténation avec un nombre, ça vient ajouter juste tout simplement le nombre à la suite. Et ça se comprend maintenant. Parce que ça sera juste une concaténation. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez que c'est assez simple. Il y a encore rien de compliqué que nous avons vu jusqu'ici. Voilà. Donc, maintenant, nous allons essayer je vais essayer de vous lister quelques opérations qu'on peut avoir et je pense qu'on va arrêter là. Donc, en fait, ça fonctionne exactement comme en tout langage de programmation, hein. C'est pour ça que, comme vous avez fait JavaScript, euh, comme vous avez fait C++, ça sera très facile pour vous. Donc, les différents symboles qu'on a, c'est la même chose. On a le symbole égal qui permet de faire quoi? L'affectation. Vous vous rappelez très bien de l'affectation. Par exemple, je peux dire par exemple va salaire. Oui. Quel est l'opérateur qui me permet de faire l'affectation? S'il veut affecter un montant à un salaire, qu'est-ce que je vais utiliser? L'opération égale. Donc, par exemple, il touche 2000, si quelqu'un touche 2500 €, on va dire va salaire égale 2500 €. Ici, là, on va dire quoi? J'ai fait une affectation. J'affecte la valeur de 25 000 € au salaire de la personne. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est l'affectation. En plus de l'affectation, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, on a l'addition qui sert encore de quoi? Qui sert de concaténation également. On peut prendre le salaire, on peut dire quoi? On peut dire salaire. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple avec l'addition? On peut dire le salaire reçoit quoi? Reçoit le salaire plus 2800. Bien sûr, ça c'est la notation simplifiée. Salaire plus reçoit salaire plus 2500, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est là. Cette instruction-ci a deux choses. C'est soit la concaténation, soit une addition. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est soit la, ça sera quoi? Ça sera une addition si on a transcripé celui-ci. Si ceci était, en fait, était une chaîne de caractères, en fait. Si on avait mis les chaînes de caractères, ça va être quoi? Exactement. Maintenant, bon, vous devez directement comprendre qu'on n'a pas besoin de transcriper d'une chaîne de caractères, d'un in vers chaîne de caractères, parce que ça n'a pas de sens. Parce que d'office, si on a un chiffre, on peut avoir sa chaîne de caractères sans faire un transcipage, parce qu'on sait déjà que c'est une chaîne c'est déjà un string. C'est déjà en fait un nombre en fait. Donc si on connaît le nombre, forcément, pour faire sa chaîne de caractères, on sait qu'on va directement ajouter les accolades et on aura terminé. Donc ici là, par exemple, le salaire sera donc une concaténation ou une addition. On peut également avoir une soustraction. Donc, dans le salaire, on peut retrancher donc quoi? On peut faire salaire moins. Bon, c'est mieux de le laisser comme ça pour vous renseigner. Salaire reçoit salaire moins peut-être 2800. On va de retirer ce qu'on avait mis tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? En plus de ça, on peut avoir la multiplication. On peut multiplier le salaire. Donc, on peut dire salaire égale à salaire fois 2800. On a multiplié son salaire en fait. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir la division. Donc, ça fonctionne en fait comme tous les autres langages en fait. Salaire égale salaire fois 2800. On peut encore égaler à quoi? Le modulo. Oups, ici, c'est la division. Ensuite, on peut avoir également comme opération salaire modulo. Vous connaissez l'opération modulo. Que fait l'opération modulo? Exactement. Le reste de la division entière, il faut préciser. Ok. Ouais, vous voyez,
Voilà les différences de poissons que vous pourrez. Donc, tout opérateur qui s'applique en mathématiques peut également s'appliquer ici là. Donc là, à côté de ça, nous avons quoi? Nous avons les opérateurs de comparaison. Est-ce que vous vous rappelez des comparaisons qu'on avait déjà fait? Exactement. Par exemple, on peut vouloir vérifier l'égalité. On peut dire par exemple, est-ce que le salaire que nous avons précisé plus haut est égal, par exemple, est égal à quoi? À peut-être 2800. Ça, c'est l'égalité. Si c'est vrai, ça va retourner vrai. Ça va retourner quoi? Si c'est vrai, ça retourne true ou false. Si c'est faux, ça va retourner false. On peut également regarder, est-ce que le salaire égale 2800? Bon, selon notre cas, qu'est-ce que ça va retourner? On va partir avec le cas. On considère que nous sommes ici là. Salaire égal à 2800 parce que quand on prend le salaire à 2800 par exemple, on suppose que c'est égal à 2800. Est-ce que salaire égal à 2800? La chaîne de caractères. Bien sûr qu'il va pouvoir comparer. Tous les langages comparent. Il va envoyer trop parce que c'est vrai. Oui, c'est normal parce que quand vous faites quand salaire avec quoi? En premier, il avait 2800. Maintenant, vous lui demandez si salaire égale 2800 en chaîne de caractères. Il va dire oui, c'est égal à la même chose. Parce que le test d'égalité, oui, c'est normal. Il va prendre le type le plus proche. Le string est plus proche, il convertit directement en string. Il travaille avec le string. Donc, il va prendre ça, il va voir que ça égale à 2500 en string et que lui valait 2500 en entier. Lui va directement transférer ça en string. Il va dire que c'est la même chose. Parce que le test d'égalité n'est pas strict. Si le test d'égalité était strict, alors ça aurait changé. Raison pour laquelle nous allons voir maintenant le test d'égalité. Est-ce que maintenant, salaire égal 2800 est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la triple égalité. Est-ce que vous voyez très bien? C'est la triple égalité. C'est parce que mon compilateur. Allô? Oui, c'est trois fois égal. C'est trois fois égal. C'est le test d'égalité strict. On appelle ça le test d'égalité strict. Exact. Exactly equals. C'est comme ça qu'on appelle ça. Quand c'est strict, maintenant, il va vérifier le typage. Exactement. Comprenez la différence. Premièrement, à cette ligne-ci, en fait, ça dit vrai. Pourquoi? Parce que ici, là, il ne regarde pas le type, en fait. Il regarde juste la valeur. Tout ce qui c'est que a mis la collade signifie que c'est une chaîne de caractères, mais il regarde la valeur qui est à l'intérieur. Et lorsqu'il compare 2800 et 2800, il trouve bien que c'est la même valeur. Mais maintenant, après, lorsqu'on met la triple égalité, ça voudrait dire quoi? On veut regarder maintenant le type et la valeur. Ce premier, s'il teste quoi? Il teste uniquement la valeur. Ici, là, il va tester le type et la valeur. Est-ce qu'on a le même type et la même valeur? Oui. Ici, là encore également. Est-ce qu'on a le même type et la même valeur? Non. Donc, il va dire false. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Ok. Là, on a également les tests de non-égalité. Vous connaissez déjà. Donc, on peut dire par exemple, est-ce que le salaire est différent de 2800? Ou est-ce que le salaire est différent, est strictement différent autant pour moi? Bon, chômage, normalement, c'est le point d'exclamation et le égal. Chômage, j'ai une extension qui permet de faire directement ça. J'espère que vous comprenez. Ok, donc c'est la triple, le test, c'est ça, ça. Donc l'exclamation, les deux égalités. Donc c'est l'égalité, c'est le test de non-égalité stricte. Donc là, ça vérifie également le type et la valeur. Ici, là, ça vérifie uniquement la valeur. Et ça passe.
Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Voilà, donc pour les autres, vous connaissez, on n'a pas trop besoin de s'attarder dessus, mais bon, c'est toujours mieux de rappeler. On dit que la répétition, c'est la meilleure des sciences. Donc pour supérieur, vous connaissez déjà, ça sera, on aura inférieur, on aura supérieur, ouais, exactement, on aura supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur, égal, supérieur, supérieur ou égal, ainsi de suite. Vous voyez que c'est assez simple, non? En fait, c'est la même chose, c'est juste les rappels. Ça vous permet de vous réveiller un peu si vous avez oublié certaines choses. Maintenant, nous avons les opérateurs logiques, très intéressants, très importants lorsque vous travaillez. Parmi les opérateurs logiques, est-ce que vous connaissez? Voilà, il y a le ou, exactement. Le et, c'est double, vous vous rappelez bien, c'est double et commercial. Double et commercial, ça veut dire qu'on peut vérifier, par exemple, si, est-ce que l'âge, par exemple, de l'utilisateur est égal à 18 ans et est-ce qu'il, est-ce que son salaire est supérieur à 2 800 €? Ça retourne quoi? C'est un opérateur logique, ça peut dire vrai ou faux. Est-ce que c'est correct pour vous? Donc là, on vérifie quoi? Est-ce que l'âge est égal à 18 ans? C'est double égalité, bien, je précise bien. Et est-ce que son salaire est supérieur à 2 800? Donc là, on a utilisé l'opérateur et. En anglais, on l'appelle AND. Un deuxième truc, c'est quoi? Est-ce que le ou maintenant, est-ce que l'âge est égal à 18? Est-ce que l'utilisateur a 18 ans? Est-ce que son salaire, est-ce que l'âge est 18 ans ou son salaire en fait? J'espère que vous vous rappelez très bien. Le ou permet de faire quoi? Le et veut dire quoi? Ça doit être vrai et ça doit être vrai pour que la condition soit réalisée. Est-ce que ça se comprend? Donc, pour avoir vrai ici, là, pour avoir vrai, il faudrait que l'âge est exactement 18 et que le salaire soit exactement supérieur pour qu'on ait vrai. Maintenant, ici, là, si l'un est vrai, alors on a vrai. Vous comprenez? Il y a ça, je suppose. Maintenant, nous avons les opérateurs mixtes. Vous vous rappelez très bien les opérateurs mixtes. Vous avez posé la question tout à l'heure. Par exemple, on avait quoi? Le plus égal. Oui, nous avons le plus égal. Le new. Ça, c'est les opérateurs mixtes. Vous vous rappelez du new? En JavaScript, on aura le new. Oups, désolé. On aura l'opérateur new. Pas toujours, pas toujours. C'est pour lorsqu'on veut extenser en fait. En JavaScript, ça sera pour extensier. Par exemple, sur les tableaux, on va pouvoir créer les tableaux. En JavaScript, on va utiliser le new. Pour pouvoir supprimer par exemple un tableau ou un objet, on peut utiliser le delete. Ça, c'est les opérateurs mixtes. On les appelle les opérateurs mixtes en fait. Ça va être appliqué sur les objets, ça va être appliqué sur les tableaux. On va instancier les tableaux. Ça, c'est ça. Plus égal sera quoi? Sera l'addition ou bien la concaténation. Ça peut être l'addition des nombres ou bien la concaténation des chaînes de caractères. Je pense que c'est assez simple. Donc ça, c'est tout ce qui concernait les opérateurs, les syntaxes de base et ainsi de suite. Donc là maintenant, pour continuer, je pense qu'on va s'arrêter sur cette dernière partie. On va voir ici